Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir encore une fois cet après-midi. Et l'après-midi est véritablement et définitivement au féminin parce que nous avons le plaisir aujourd'hui de coordonner, d'animer, de modérer ce panel qui porte sur la présence des femmes dans le numérique. Évidemment, il ne s'agira pas de se demander si les femmes sont dans le numérique, elles y sont, avec évidemment des noms que l'on connaît, des noms que l'on ne connaît pas, mais pourtant qui peuvent être les noms les plus pertinents quand on parle de représentativité, quand on parle de la place des femmes dans le numérique. Et en tant que monsieur, j'ai l'immense honneur d'être bien entouré cet après-midi, cet avant-dernier dimanche de l'année 2020. Nous allons parler de la place des femmes dans le numérique au Sénégal, mais également ailleurs, avec plusieurs exemples parce que régulièrement on parle des femmes, on oublie souvent les obstacles par lesquels elles sont passées pour occuper des postes de responsabilité tels qu'on le connaît. L'idée derrière également, en plus de savoir un peu les parcours de chacun, c'est de finalement organiser un échange d'expériences entre différents profils que nous avons essayé d'avoir cet après-midi. Je vais démarrer par Ndeye Awadiak que l'on salue. Ndeye Awadiak, qui est du groupe Renault, qui accepte pour la première fois d'être avec nous dans le cadre de ces panels et on la remercie. Aminata Diop, elle est dans le monde de tout ce qui est RH, ressources humaines, mais pas que. Elle également nous parlera de son parcours rapidement et de son regard sur la place des femmes dans le numérique, de même que Ramatoulaye Diaw. Ramatoulaye Diaw, on va refaire un peu l'éternel débat, hein, ancienne ou toujours journaliste, en tous les cas communicante, qui est aujourd'hui dans une grosse structure informatique de l'État que l'on connaît très bien. Elle va nous parler de son parcours également, parce que la chance qu'elle a, elle, c'est qu'elle voyage régulièrement dans l'écosystème. Évidemment, le reste des panélistes me dira la même chose. Et puis, nous avons également Latifa Ngonediak, Latifa Ngonediak qui est aujourd'hui en charge de tout ce qui est marketing, si j'ai bien compris Latifa, à l'Africa Mobile, fondée, dirigée en tout cas par mon esclave Malik Diouf, que l'on salue au passage d'ailleurs. Malik Diouf qui aujourd'hui, on parle de lui évidemment, l'Africa Mobile qui est présente en tant que start-up dans le cadre de la riposte à la COVID-19 avec une application avec un code USSD. C'est dommage que Khadija Kama n'est pas là avec nous cet après-midi pour parler un peu de tout ce qui est code USSD. Latifa Ngonediak, qui également va partager avec nous son expérience. J'en profite pour saluer le public qui nous suit sur Zoom d'abord et puis sur Facebook en direct. Et je rappelle évidemment que cette vidéo en live va faire l'objet d'un partage. Après ce direct, eh bien, il va faire l'objet d'un partage à travers toutes nos plateformes digitales. Pour démarrer, je donne la parole à Ndeye Awadiak. En premier, je suis très curieux de savoir évidemment tous les détails importants qui sont liés à son parcours. Je le disais hier en préparant ce panel que ça fait plaisir. On est très fiers, nous, Sénégalais de l'intérieur, et bien de voir ces beaux parcours de Sénégalais de l'extérieur parce que je fais exprès en disant intérieur côte à côte avec extérieur parce que de toute façon, c'est le Sénégal, c'est la vitrine extérieure du Sénégal. Et Ndeye Awadiak, j'imagine, partie du Sénégal il y a N années. Mais évidemment, je ne me ferai pas son porte-parole. Je préfère lui donner la parole en premier. Ndeye, d'abord, après vous avoir salué et remercié pour évidemment la participation à ce panel, pour moi, ô combien important. Une première question rapidement, c'était quoi le parcours déjà, peut-être du Sénégal à la France et le choix de Renault? Tout d'abord, bonjour, bonjour Ousmane, bonjour mes chers collaboratrices panélistes, bonjour tout le monde. Je suis très honorée déjà de participer à ce panel pour partager donc mon expérience que je trouve classique, hein, c'est-à-dire j'ai fait des études d'ingénieur dans tout ce qui est énergie renouvelable, énergie embarquée. Suite à cela, j'ai travaillé dans des systèmes embarqués dans l'automobile. Donc, ça fait 10 ans que j'y suis. Et j'y suis encore.
et donc, oui, c'est un secteur où on est confronté à beaucoup de problèmes parce que je pense que nous tous, on a un véhicule et c'est difficile d'allier et la sécurité et la satisfaction en termes de confort, en termes de d'autres paramètres qui rentrent en jeu dans la conception du véhicule, d'allier le tout et d'obtenir une satisfaction client qui fera qu'à chaque fois qu'on sort un nouveau modèle, le client il revient et il l'achète. Donc, moi, ça, c'est mon objectif au quotidien, de par et la conception et la satisfaction client au niveau de la qualité de ce qu'on lui donne entre les mains et de effectivement la résolution de problèmes parce que le monde n'est pas parfait. Dans les projets, il y a effectivement des problèmes au niveau des softwares parce que je suis dans du logiciel embarqué. Donc, qui est des problèmes, ce n'est pas un problème, mais qu'on n'arrive pas à résoudre le problème à temps, c'est l'enjeu. Donc, c'est mon parcours. Merci. Bien, j'espère, oui. Oui, Awa, en fait, la qualité du réseau se dégrade un peu, mais heureusement qu'on a Ramatoulaye qui a la solution à tous les soucis informatiques de ce panel. C'est important, le choix d'abord de l'automobile. Je fais un peu en fait, j'invente un peu en disant de l'informatique automobile. Quelle est la raison qui est derrière? Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, vous avez pensé qu'il fallait investir un peu ce secteur de l'informatique automobile? L'informatique automobile, depuis quelques années, non, pour ne pas dire depuis 20 ans, parce que ça dépend des modèles et des marques, mais il faut savoir qu'on assiste à un boom technologique au niveau du véhicule parce que le moteur il ronronne bien, on a du digital, parce qu'on a un tableau de bord qui est sexy comme on dit, parce que voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont embarquées et ces fonctionnalités sont faites avec du logiciel embarqué. Donc, il s'agit de différents calculateurs et donc ça fait un enjeu quand même d'intersystème parce que donc le software tout seul, il pose problème. Le software tout seul, il est difficile à cerner. L'embarquer dans un système mobile avec un client derrière, il y a encore en fait, voilà, d'autres enjeux qui rentrent en jeu et donc c'est un challenge le secteur de l'automobile tel que pareil que l'aéro, pareil que le ferroviaire, on assiste à un boom technologique qui fait que on n'arrive pas à, finalement, on n'arrive pas à maîtriser clairement le produit en phase de conception et, et même jusqu'à la livraison au client, quoi. Et après, derrière, on a d'autres concurrents tels que Tesla qui rentrent en jeu maintenant, parce qu'eux, ils naissent carrément avec la notion de software embarqué. Hein. Des bébés, ils te parlent de software embarqué. Donc, c'est ce qui bouge, du coup, ce qui bouge le secteur automobile en termes de challenge et en termes de renouvellement obligé et donc d'innovation et de transformation interne de ces grandes maisons qu'on connaît. Merci, Awa. Alors, Aminata, même question, le parcours et puis le choix un peu de votre domaine d'activité. Bonjour Ousmane, bonjour à toutes. Bonjour mesdames, Aminata, bienvenue. D'être parmi vous. C'est un très beau panel. Donc, moi, je suis Aminata Diop, actuellement fondatrice de l'agence et dirigeante de l'agence Potentiel qui est spécialisée dans le marketing RH. Nous faisons aussi la promotion d'un média qui s'appelle Culture H, qui fait la promotion du capital humain, de la gestion du capital humain. Je suis également entrepreneur dans l'agroalimentaire et auparavant, j'ai travaillé dans le monde de l'informatique au sein d'une entreprise pendant 10 ans, Neurotech pour la citer, et j'y ai un peu roulé ma bosse. Il faut savoir que j'ai fait des études d'informatique pour finir DRH. C'est pas très commun. Mais voilà, j'ai un parcours qui me ressemble, quoi. Je suis autodidacte et voilà, je suis à la recherche continue du renouvellement, de nouvelles expériences. Donc aujourd'hui, nous comptons bien évidemment nous appuyer sur le digital pour faire la promotion de notre activité, en tout cas pour que le plus grand nombre ait accès à l'information dans ce métier qui, à mon avis, n'est
pas suffisamment connus, exploités, et c'est un peu ça notre ambition. Oui, et le choix un peu des ressources humaines en particulier. Alors, je suis tombée comme un cheveu sur la soupe, hein, par passion, parce que comme j'ai dit, j'ai toujours travaillé en mode projet. Donc, on m'a confié pas mal de projets qui touchaient au social, à la RSE, et de fil en aiguille, et puis à l'aide de formation, bien entendu, parce que je pilotais aussi un projet qualité qui s'est soldé par une certification. Ça s'est venu tout naturellement, en fait. Et c'est une profession qui me ressemble quelque part. Mettre en place les outils, le dispositif, les processus qui permettent à l'entreprise de grandir en s'appuyant sur son capital humain, parce qu'en fin de compte, ce n'est que ça. Et avec l'aide du management, on a réussi à mettre en place pas mal de choses, pas mal de ressources qui aujourd'hui, je pense, portent bien leurs fruits. Merci. Et en fait, pourquoi potentiel? C'est parce que il y a à mon niveau une petite insatisfaction dans ce que je vois, hein, ce que je connais, ce qui se fait aujourd'hui dans la gestion des ressources humaines. Je pense qu'on gagnerait à tenir compte des spécificités des individus, des facteurs de motivation, et de mieux comprendre les attentes, les aspirations des uns et des autres. De laisser les gens s'épanouir dans ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils peuvent faire, et par là, les entreprises, forcément, vont gagner en performance. On l'a vu avec la Covid, que finalement, il fallait beaucoup d'adaptabilité, il fallait beaucoup de résilience, il fallait savoir compter sur les gens, parce que quand on est en télétravail, qu'on ne sait pas forcément ce que font les collaborateurs, c'est un peu compliqué, que les collaborateurs aussi doivent avoir suffisamment confiance en leur entreprise, en leur employeur, pour s'engager, pour lutter dans certaines conditions qui sont très, très difficiles, où on est dans l'incertitude totale. Et donc, tout ça, ça nous montre à quel point il est important de repenser un peu la gestion de l'humain, et voilà, et d'adapter nos processus et nos stratégies. Est-ce que votre type de cheveux, ça a un rapport un peu avec votre parcours? Est-ce que ça montre un peu la battante que vous êtes? Est-ce que c'est lié? C'est important. Ce détail-là, c'est important. J'aimerais demander aux dames si c'est vraiment ce que je reflète. En tout cas, moi, ce que je suis, c'est beaucoup de liberté. Je pense que la liberté, c'est ce qui me définit le plus. Et c'est ce qui devrait nous définir le plus, être libre de choisir, être libre de nous orienter vers ce qu'on aime, être libre de nous afficher comme on est surtout, parce qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de dictats. Hein, et voilà, moi, c'est un peu le message que je fais passer, que je fais passer aux femmes dans le monde professionnel. On a pas mal de freins, peut-être que ce sont des questions qui doivent venir après. Effectivement, Et voilà, de s'affirmer, voilà, c'est ça. Merci. Avant Ramatoulaye, Latifa. Je suis toujours sur ce tour de table concernant d'abord le parcours, parce qu'après avoir écouté un peu le détail du parcours, maintenant là, on comprendra mieux ce qu'on va se dire sur les questions de fond. Oui. Alors, merci Ousmane, merci de m'avoir invité. Merci à toutes. Bonjour tout le monde. Et donc, moi, mon parcours très simple, hein, je n'ai pas fait des études d'ingénieur, mais je me suis plus orientée vers le marketing en me disant que je parle du marketing, c'est le produit. Tout secteur aurait besoin du marketing pour pouvoir vendre son produit. Donc, j'ai fait des études en marketing et je rentre au Sénégal en 2007 où je commence dans le secteur bancaire. Hein. Mais voilà, du tout au tout, je fais, pour ne pas citer, Ecobank, où j'ai fait à peu près 2 ans là-bas pour quitter et rejoindre le secteur qui m'appelait le plus et qui me parlait le plus, les télécoms. Notamment Tigo, qui est Free maintenant, et où j'ai fait mes armes, on va dire, qui m'a donné vraiment la passion du digital, du numérique, où je suis restée 8 ans, toujours dans mon domaine, dans le marketing, et pour développer ces outils-là. Oui, il faut vendre, tu mets en place ton produit, tu l'élabores, tu communiques dessus, tu le vends. Et avec les outils digitaux, cette passion-là a continué avec les outils digitaux qui permettent vraiment de faire des analyses beaucoup plus pointues sur le produit, sur le marché, sur la cible. Et donc, je continue comme ça, je reste dans cette
dans cet écosystème-là avec des PME et là, avec l'Africa Mobile. Comme tu le disais tout à l'heure, l'Africa Mobile, qui est une PME, start-up, qui fait la promotion vraiment des outils de communication digitale qui sont le SMS, le USSD, tous ces produits-là. Et c'est très passionnant parce que le digital te permet vraiment de développer plein de petites choses, quoi, et de communiquer sur ça. Oui, d'ailleurs, petite remarque au passage, c'est important parce que ça peut induire en erreur beaucoup de gens. Et comme je le faisais remarquer à Malik Diouf, l'Africa Mobile, quand on entend l'Africa Mobile, on peut penser que c'est une compagnie un peu automobile, alors que ça n'est pas le cas. Exactement. Alors, l'Africa et après Mobile, voilà. Qui est une start-up qui est vraiment dans les canaux de communication digitale, tout ce qui est faire son marketing, lancer des campagnes via ces outils-là qui te permettent de mettre en avant, que ce soit la voix, que ce soit le SMS, que ce soit tous ces outils-là, le USSD, qui sont utilisés vraiment maintenant dans tous les secteurs, dans tous les domaines d'activité. Et ça fait quoi de s'embarquer dans une start-up qui promet, machallah, comme on dit au Sénégal? Aujourd'hui, on prête attention évidemment à la montée un peu en puissance de l'Africa Mobile. Ça fait quoi? Beaucoup de fierté, beaucoup de challenge, les deux à la fois? Les deux. Beaucoup de challenges, beaucoup de fierté, beaucoup de risques à prendre aussi parce que venant d'une multinationale, tout change, il faut changer de paradigme et il faut apprendre à s'adapter et il faut prendre le train en marche, quoi, parce qu'il y a plein de nouvelles technologies, même si on est dans un domaine bien défini, qu'il faut absorber et pouvoir utiliser pour se mettre à jour. Donc, c'est un challenge en fait. Merci beaucoup Latifa. Ramatoulaye? Bonjour à tous les panélistes. Bonjour, bienvenue Ramatoulaye. Merci de cette opportunité que tu nous offres pour nous exprimer par rapport au digital. Donc, c'est Ramatoulaye Diaw, journaliste de formation et communicante, qui n'avait en principe rien à voir avec le numérique, mais qui est comme un cheveu dans la soupe, comme Ami Latifa, je pense, ou Aminata, au sens contraire. Donc, j'ai fait d'abord une carrière en journalisme. Et en journalisme, on nous prépare à explorer tous les horizons. Donc, ce qu'on dit en général, c'est que le journaliste, c'est quelqu'un qui sait un peu de tout. Raison pour laquelle, dans tous les secteurs ou dans toutes sortes de discussions, on peut avoir notre mot à dire. Donc, quand j'ai pu intégrer en 2017 le numérique à travers l'Agence de l'informatique de l'État, c'était tout nouveau pour moi, mais je pense que j'avais les prédispositions pour pouvoir un peu comprendre ce milieu, essayer de pouvoir relayer tout ce qu'il y a comme information, parce que mon rôle à travers l'Agence de l'informatique de l'État, c'est de faire de la sensibilisation, de la vulgarisation et globalement de la communication. Ce qui fait qu'au bout de 3 ans en côtoyant donc des informaticiens, des ingénieurs, je peux peut-être pas comme une experte m'exprimer dans le milieu, mais en tout cas, je peux être le tampon entre les experts et le grand public qui ne connaît pas. Donc, ma vocation ou mon rôle, principalement, c'est de traduire le langage informatique et de le rendre accessible aux populations pour que ce ne soit plus sorcier pour ces populations et que le digital puisse impacter globalement ces populations qui sont nos cibles. Oui, et ce digital-là, vous le voyez comment déjà? Je replonge un peu dans votre parcours, ce que vous n'avez pas encore dit. Vous êtes notamment passé par Canal Info, feu Canal Info pour taquiner un peu. Alors, est-ce que c'est à partir de ce moment que vous côtoyez d'abord le numérique ou c'est vraiment lorsque vous êtes recruté à la DIE? Ça dépend d'abord de la perception que j'avais auparavant du numérique. On utilisait le numérique, mais on ne s'en rendait pas compte. On était des utilisateurs et parfois même des acteurs, parce que je me souviens, mon premier compte Facebook, c'était en 2009. À l'époque, je ne maîtrisais pas réellement tout ce que cette plateforme pouvait offrir comme opportunité en termes économiques, en termes sociaux, en termes de communication. Le digital, à l'époque, beaucoup n'y croyaient pas. Aujourd'hui, les métiers liés à la communication digitale se sont beaucoup développés
Et donc, le numérique, pour moi, avant, c'était juste limité à l'informatique, aux ingénieurs qui vont développer des applications, faire des sites web. Mais avec le temps, on a pu comprendre que le numérique est beaucoup plus vaste, que le numérique a une forte dimension au-delà de la technologie, mais il y a une forte dimension qui est humaine à travers le numérique. Donc, j'ai eu à exercer le numérique tout au long de ces années sans pour autant le savoir. Mais quand même, à partir de 2017, j'ai pu bien discerner tout ce qu'il y a comme enjeu, tous les outils possibles qui sont disponibles et toutes les opportunités que l'on peut avoir. Donc, je ne suis pas forcément une actrice, mais je pense que je peux être une ambassadrice du numérique à travers la sensibilisation et la communication. Oui, même question qu'à Latifa tout à l'heure. Vous êtes aujourd'hui à l'ADIE. Nous avons souvent reçu l'ADIE dans le cadre de ces après-midi de la tech. Ça fait quoi quand on est à l'ADIE et qu'on est au cœur de vastes chantiers comme la dématérialisation de tant de procédures? Ça fait quoi? On se dit qu'on est au cœur de l'histoire? Je pense qu'être au cœur du système nous ouvre sur tout le travail colossal qu'il y a à faire et sur même l'importance de l'ADIE dans la bonne marche du Sénégal, dans le développement, dans cet objectif d'atteinte de l'émergence, mais aussi cette possibilité qu'on a de pouvoir servir les autres, de pouvoir leur faciliter la vie. Parce qu'à travers les outils numériques, avec l'implémentation des applications, des plateformes, des solutions de dématérialisation, l'impact qu'on peut avoir sur les usagers, les Sénégalais, leur faciliter la vie, les Sénégalais de l'intérieur comme les Sénégalais de l'extérieur, et de pouvoir abolir tout ce qui est distance, tout ce qui est barrière, de la réduction de tout ce qui est coût. En tout cas, pour quelqu'un qui maîtrise les outils numériques, qui y croit, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Et le plus grand souci de l'extérieur, on peut penser qu'il n'y a rien qui est en train d'être fait, que peut-être on n'a pas les outils nécessaires, mais je peux vous assurer que les outils sont bien là et que les moyens sont là, la vision elle est là et elle est portée même au plus haut sommet au niveau du Sénégal. Mais il y a quelque chose de très important qu'on devra réussir, c'est la condition de changement. Il faudrait que les personnes croient au numérique. On a l'habitude de dire que la transformation digitale n'est pas que technologique, elle est essentiellement humaine. Et il faudrait que les Sénégalais croient au digital, y adhèrent et l'appliquent aisément. D'ailleurs, je vais citer Mohamed Meng, dont j'aime rappeler un peu cette citation qui dit dans l'expression transformation digitale, il y a un seul mot qui est important et ce n'est pas digital, donc c'est transformation. Pour vous conforter un peu, je me tourne de nouveau vers Ndeye Awadjak du groupe Renault. On va lever peut-être une ambiguïté rapidement. On dit souvent que le secteur numérique, il y a trop d'hommes, il est dominé par des hommes. Est-ce que vous, de l'intérieur, Awa, c'est l'impression ou la conviction que vous avez? Là, c'est mieux. Je pense que vous ne m'entendiez pas. Est-ce qu'il y a trop d'hommes? Moi, je dirais non, en interne du groupe Renault, parce que le groupe Renault, quand même, il travaille sur inclure les femmes dans tous les projets majeurs, sachant que la discussion de transformation digitale, c'est une question majeure au niveau de l'entreprise. Après, il n'y a pas forcément la notion d'égalité. Hein. Moi, je pense qu'il faut juste la bonne personne à la bonne place. Moi, c'est ce dont je crois. Mais on a toute notre place dans ces projets du numérique et embarqué et en interne au niveau de la DSI. Parce que donc le numérique, on a vraiment 4 questions. Hein. C'est une question de business model innovation, c'est une question d'excellence employée, c'est une question d'excellence opérationnelle. Donc, en fonction de ce que l'on veut faire, oui, il y a... et non, j'ai oublié le plus important, le customer centric aussi, du coup, les 4 piliers du numérique. Forcément, au marketing, classiquement, il y a beaucoup de femmes. Donc, effectivement, on aura autour de la table plus de femmes pour discuter de ces questions du numérique que d'hommes, et que dans l'ingénierie, ce sera le contraire. Du coup, on aura plus d'hommes. Mais donc oui, ça dépend. En fait, ça dépend.
En fait, ça dépend du secteur, ça dépend de… En usine aussi, il y a du numérique au niveau des tablettes. On essaie de numériser beaucoup de process. En usine, il y a beaucoup de femmes que d'hommes. Donc, oui, c'est une question qui touche tout le monde. Après, je reviens sur ce que Ramatoulaye a dit. C'est juste une question… En fait, c'est surtout une question de conduite du changement. Oui. Et l'acceptabilité du changement. Je pense que face au changement, l'homme et la femme, ils réagissent pareil. On a des freins autant au niveau des hommes que des femmes. Aminata Diop? Oui, Ousmane. Oui, est-ce que vous pensez que ce milieu-là, il est dominé par les hommes? Alors, mon expérience m'a quelque part prouvé le contraire. Peut-être que c'était un cas exceptionnel, je ne sais pas. Mais parlant de mon parcours à Neurotech, nous avons eu la chance d'être dans un comité de direction qui était majoritairement féminin, par exemple. Dans l'ingénierie, on retrouvait plus de… et même d'autres métiers. C'est quand même une entreprise qui était au féminin et qui, je pense qu'il est toujours. Hein. Ce n'était pas forcément un choix. Hein. Le recrutement se faisait dans les règles de l'art. Aujourd'hui, les métiers de l'ingénierie sont de plus en plus exploités par les femmes. Le digital n'est vraiment pas masculin. Et en termes de soft skills, là, par contre, je vais être un peu partiale. En termes de soft skills, on a quand même une certaine longueur d'avance. Et ça, ce sont des évaluations qui le montrent. Parce qu'à un moment donné, après, il y a les réalités, des parents congé de maternité, allaitement. À un moment, on se dit, mais tiens, est-ce qu'il ne faut pas équilibrer avec des hommes? Et finalement, dans les process, dans le recrutement, on a plus de chances de tomber sur des femmes parce qu'elles vont avoir quelque part, à niveau égal, même sortant d'école ou avec 2-3 ans d'expérience, des qualités qui vont faire qu'elles seront plus adaptées, excusez-moi du terme, au poste qualifié. Donc, je pense qu'il y a un changement qui n'est pas nouveau, qui est entamé depuis un bon moment. Et ce changement, on le retrouve dans les métiers de l'informatique et dans d'autres, hein, dans la géologie, dans les métiers de la technique, tout simplement. Donc, moi, je parle du digital au féminin. Oui, est-ce que je reste un peu avec vous pour quelques secondes encore, Aminata? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, par exemple, connaître les différents défis, peut-être obstacles qui se posent aux femmes du numérique? Est-ce qu'il y en a? Oui, non, ça dépend d'où on se positionne. Oui. Si c'est en termes de skills ou de compétences, tout simplement, il n'y a pas forcément de barrière. Les femmes vont être rattrapées sur d'autres aspects, des réalités sociales, on va dire, qui vont peut-être être un frein parfois à la pratique. Parce qu'il faut le dire, chez les ingénieurs, par exemple, il y a des contraintes horaires. On est parfois appelé à être sur des projets à certaines heures de la nuit. Au début, c'est pas méchant. Quand on a un enfant, un bébé malade, ce sont des choses qui vont nous rattraper d'une manière ou d'une autre. Je ne pense pas que ce soit un frein. Ce sera un frein si on les prend comme tels. Moi, je vois ça plutôt comme une opportunité de repenser les schémas organisationnels, de repenser l'organisation, même en termes de backup. Si j'ai une femme à un certain poste, peut-être que je vais penser à un backup masculin, je ne sais pas. Mais pour moi, ce n'est pas un frein. Ce sont des opportunités, des perspectives qu'il faut ouvrir dans l'esprit des dirigeants. Mais pour tout ce qui est compétences, pour tout ce qui est opportunités et pour tout ce qui est possibilités, je crois qu'il n'y a pas vraiment de frein. Merci. Latifa Diak de l'Africa Mobile, en réactivant le micro. Écoute, oui. je partage le même avis que Aminata. Hein. Moi, dans mon domaine, on va dire chacun dans son domaine, il y a l'ingénierie et ça commence à se booster. Moi, dans mon domaine, le marketing, c'est un département, une direction totalement féminine. Mais je rejoins l'Africa Mobile, mais en majorité, une majorité d'hommes ou l'équipe technique, une majorité d'hommes dans presque tous les départements.
Et la tendance est en train de changer petit à petit. On est encore en minorité, mais les femmes rejoignent. Et pour les compétences, on ne peut pas dire… c'est à compétence égale, hein, on va dire ça. Je rejoins tout à fait Aminata par rapport à ce point-là. Il n'y a pas réellement de différence. Et comme elle dit, après, la femme, elle va être attrapée par tout cet aspect social qui va être… l'aspect social, on connaît toutes. Qui va être le mariage, le bébé, les enfants, tout ça. Mais de plus en plus, en termes de RH, les entreprises se mettent à jour et se mettent à niveau par rapport à ça, quoi. Et voilà, nous, notre challenge à l'Africa Mobile, hein, on va dire, Malik nous écoute, c'est de vraiment inverser, pas inverser, mais booster un peu cette tendance-là qui est avoir beaucoup plus de femmes aussi bien dans les domaines techniques et tout ça. Ramatoulaye Diaw, est-ce que vous pensez qu'il y a par exemple des domaines d'emblée destinés aux hommes et d'autres aux femmes, ou bien ce secteur-là, on peut s'y mouvoir sans souci, tranquillement? Je suis d'avis qu'il n'y a pas de domaine réservé à un homme. Voilà. J'espère qu'on m'entend. Oui, on vous entend très bien. Ensuite, il n'y a pas de domaine réservé à l'homme et de domaine réservé à la femme en matière de digital. Ce qui explique peut-être ce décalage entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas expliqué forcément dans la pratique du digital, mais il faut remonter au parcours scolaire. Auparavant, dans le circuit scolaire, on avait beaucoup plus d'hommes qui étaient orientés dans les sciences et la technologie. Ces dernières années, ça a beaucoup évolué. On a beaucoup boosté les femmes, on les a beaucoup poussé les filles dans les filières scientifiques et technologiques, raison pour laquelle on assiste dernièrement à cette éclosion de femmes qui sont dans le digital. Et Dieu sait qu'une fois qu'elles y sont, elles apportent une touche assez particulière parce qu'il y a quelque chose qui est inné en elles, que peut-être les hommes ne peuvent pas forcément appliquer dans le milieu. Il y a cette sensibilité, il y a ce degré d'humanisme. Et par rapport aux solutions qui peuvent être proposées, on sent que beaucoup plus de problématiques concernent les femmes. Donc, les solutions que les femmes peuvent proposer pour résoudre ces problématiques donc, sont beaucoup plus nombreuses parce qu'elles le vivent elles-mêmes. Et donc, en matière de développement d'applications, de solutions, on peut avoir des femmes qui ont des solutions très innovantes. Comme Nurel qui a été récompensé, si je ne me trompe, à Diamniadio, fin novembre. Oui. Et on remercie également l'écosystème qui est en train de tout faire pour booster les femmes à travers des concours, des récompenses, des bourses. Donc, les femmes, elles ont encore leur preuve à faire, mais pour l'instant, elles tiennent la dragée très haute et commencent vraiment à valoriser la place de la femme dans le milieu. Merci. Ndeye Awa Diack, vous, bon, évidemment, comme d'autres de vos co-panélistes, qui êtes un peu à cheval entre deux univers, un univers occidental, un autre africain, vous le voyez comment, ce numérique dans notre pays, la promotion surtout des femmes dans le numérique, la promotion des filles dans les TIC? Donc moi, je suis à Dakar là depuis 6 mois et j'ai été vraiment surprise de l'adhésion, parce que pour moi, il s'agit de ça, il s'agit d'adhésion, à tout ce mindset digital. Parce que aujourd'hui, faire ses courses 100% sur son téléphone, ce n'est en fait… tout le monde n'y arrive pas, tout le monde n'adhère pas. Il y a encore des habitudes qui restent, qui persistent, même si on explique le gain de temps, parfois même le gain de coût. Bref, tous les avantages qu'on a, nous, au niveau qu'on identifie au niveau du digital, bon, il y en a qui restent encore au niveau de l'ancien schéma. Donc, moi, en fait, au Sénégal, vraiment, j'ai été surprise. J'ai été clairement surprise, et sur le plan professionnel et sur le plan personnel aussi. Donc, par exemple, je prends l'exemple de Orange Money que j'utilise tout le temps. Pour moi, c'est génial. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de se déplacer, clairement. Orange Money ou autre, hein, je cite juste Orange Money. Voilà. C'est clairement un avantage
au niveau du temps. En tant que jeune femme, jeune maman qui travaille, on n'a pas forcément le temps de tout faire. Donc, c'est très pratique. Alors que de l'autre côté, on est encore en carte bleue, on se déplace pour aller faire les courses. Voilà, il y a encore Après, je ne sais pas, est-ce que c'est je ne sais pas, est-ce qu'il y a un frein. Moi, je pense plus que c'est le milieu économique. Ils sont en train de s'innover. Donc, entre deux, il y a des marques comme Amazon qui récupèrent une grosse part de marché, surtout là avec le Covid. Les commerçants ont dû vraiment crier leur cri de haine parce que tout simplement, voilà, il y a des grosses difficultés. Mais c'est juste une question d'habitude. Mais je pense que là, post-Covid, on sera appelé urgemment à changer notre façon de consommer, notre façon notre façon de consommer. Oui. Merci. On en profite d'ailleurs pour saluer les gentils messieurs qui sont aussi avec nous, à côté des femmes, sur la liste des spectateurs, hein, les hommes qui vous surveillent et qui vous écoutent, hein, chères mesdames. Alors, après Awa, je redonne la parole à Aminata. Le fait, Aminata, qu'on ait par exemple des ministres femmes, est-ce que vous pensez que c'est bon signe que ça encourage un peu cette immersion, cette adoption, disons, du numérique par les femmes? Les filles surtout, parce que là, on parle un peu du niveau primaire, du niveau scolaire. Je pense que j'ai raté quelque chose dans la question. C'est le fait qu'on ait des ministres femmes. Oui, le fait qu'on ait des ministres femmes, est-ce que ça encourage un peu l'adoption des filières technologiques par les filles au Sénégal? Alors, moi, déjà, je pense que ça rend un très beau message. Je suis maman de filles, hein, que des filles. Et en fait, le leadership féminin, ça commence un peu par ça, par le fait qu'on ait des rôles modèles, que ce soit maman, que ce soit d'autres personnes. Et moi, je suis toujours très impressionnée quand je vois cette envie de mes enfants, de la plus grande, par exemple, de vouloir accéder à des postes qui sont très, très clairs en fait, dans sa tête. Moi, je pense qu'à pareil âge, à 11 ans, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait donner. Mais elles ont déjà ce sentiment-là, donc c'est possible. Ça, c'est important de savoir que c'est possible et d'avoir envie d'y aller. Donc, oui, pour répondre à la question, je pense clairement que c'est une source d'inspiration pour nos filles, pour les filles plus grandes, plus âgées, et que ça montre que les femmes sont en train et qu'il n'y a pas de limite. Alors, je pense qu'on a perdu Ousmane. Je ne sais pas si tu as pu recevoir. Je suis là. Mais je pense que oui, totalement. C'est un très, très bon message. C'est un message qui est très clair, qui est très positif et que nos enfants sont en train d'absorber. Elles nous regardent, elles regardent ce qui se passe. Elles sont très sensibles à ce type d'informations-là. Et à nous, après, de leur dire que oui, vous pouvez, comme on dit, sky is the limit. En tout cas, moi, je ne me prive pas de le faire. N'hésitez pas à rebondir. Hein. Là, je m'adresse aux panélistes, évidemment, parce que je ne veux pas que ça soit trop linéaire, moi qui fais le tour de tout le monde. N'hésitez pas si chacun veut rebondir un peu au propos de l'autre. Et puis que les participants n'hésitent pas non plus à lever la main ou à participer un peu au dialogue écrit. Hein. Ça aide à renforcer davantage ce panel. Latifa Ngoné, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gestes peut-être à poser en vue d'une meilleure promotion du numérique aujourd'hui au Sénégal, chez les filles surtout? Écoute, je pense que les gestes sont posés. Hein. Les jalons sont là, ils sont déjà posés. Maintenant, c'est pas les orienter, les laisser découvrir, mais plus l'éducation, mettre des barrières sur le fait que le numérique, c'est un outil extraordinaire qui leur permet vraiment de déjà s'éduquer, de se renseigner, d'avoir des informations, d'être vraiment à un bon niveau d'information par rapport à tout. Et ne pas seulement prendre, il y a les mauvais côtés aussi du numérique, hein, qui sont absorbés, mais par la grande masse et tout. C'est des choses sur lesquelles on devrait éduquer et poser des jalons, que ce soit les réseaux sociaux qui sont mal utilisés, les éduquer sur ça, les sensibiliser sur le fait que maintenant,
ma leçon d'histoire, je peux avoir un superbe résumé sur une page ou prendre certaines informations sur certains sites qui me seront utiles. Et comme le disait Aminata, à ce niveau, à cet âge-là, très jeune, hein, on va dire, hein, 11, 10, 11 ans, elles savent déjà exactement où elles veulent aller, où est-ce que le métier dans lequel elles voudraient évoluer. Et les pousser, le fait qu'elles aient déjà cette idée-là, les pousser sur les recherches, le fait qu'elles peuvent avoir toutes les informations dont elles ont besoin sur ces canaux digitaux-là et ne pas laisser l'enfant, on va dire, utiliser n'importe comment le digital. Oui, oui, mais en même temps, on semble oublier que, évidemment, le Sénégal ne s'arrête pas à Dakar, que c'est un vaste pays avec ses spécificités, ses particularités. Quel est le traitement que l'on devrait avoir pour ces femmes rurales, les femmes du monde rural, qui peut-être ne connaîtraient même pas WhatsApp et tant d'autres applis? Alors, on devrait avoir quelle politique vis-à-vis de ces femmes-là? Écoute, toujours communiquer, moi je pense, hein, communiquer avec elle, ça me permet de rebondir sur le fait Oui, qu'avec ces différents canaux de communication qu'on a disponibles sur cet écosystème-là, je vais citer peut-être un exemple, c'est le SMS par la voix, par exemple. Ça permet aux ONG oui, ou à certaines structures de pouvoir communiquer, que ce soit dans les langues mandingues, que ce soit dans les langues pulaar, mais sensibiliser pas seulement les femmes, mais les populations rurales sur certains impacts, sur le Covid. On l'a fait, hein, que ce soit avec le oui, USSD, mais l'Africa Mobile aussi travaille avec des ONG sur lesquelles on utilise le canal de communication digitale qui est le SMS, la voix par la voix, le SMS, le voice SMS, oui. qui permet d'enregistrer un message de sensibilisation, peu importe la langue, et de le diffuser en fait. Et à ce moment-là, avec ce SMS, tu n'as pas besoin d'avoir cette connexion-là dans les zones les plus Oui. reculées. Il te suffit d'avoir juste, on connaît hein, l'Afrique avec son taux de portabilité, presque toute la population a un téléphone portable. Le fait de n'avoir pas besoin d'un smartphone et d'écouter son message en disant « lave-toi les mains en soninké ou en bambara ou en djoula utilise ce type d'eau ou nettoie comme ça ton eau », ce genre de message de sensibilisation-là. Le digital permet vraiment de larges possibilités, que ce soit pour les capitales ou les zones les plus reculées des pays, quoi, du Sénégal, je veux dire. Oui, Ramatoulaye, sur ce volet inclusion? Je pense que c'est vrai qu'il reste encore des efforts à faire pour une inclusion numérique pour toutes les femmes ou bien toutes les populations même. Mais il est à souligner quand même ces efforts considérables. Aujourd'hui, on peut aller au fin fond du Sénégal et trouver que les femmes, contrairement à ce qu'on pense, les femmes ou les populations dans ces localités sont quand même connectées, utilisent les canaux digitaux pour échanger avec leurs fils et leurs filles qui sont soit à Dakar ou en dehors du Sénégal. On peut le négliger, mais l'utilisation quand même du numérique, elle est très, très importante. Et on parle souvent d'accès universel. Il y a l'accès universel à l'eau, l'accès universel à l'énergie, mais il y a aussi l'accès universel au numérique vers lequel l'État veut tendre et donc est en train de faire des efforts en déployant le réseau partout à travers le territoire. À charge maintenant aux opérateurs privés de donner cet accès à Internet aux populations, de ne pas seulement se limiter à l'objectif de rentabilité économique, mais savoir également qu'il y a une dimension sociale derrière. Et plus il y aura de personnes qui utiliseront le numérique, mieux leurs finances même s'en porteront et mieux également on pourra porter le développement du Sénégal. Je suis quand même ravie de constater que de plus en plus de femmes qui sont dans la transformation de produits, soit halieutiques ou céréales locales, entre autres, continuent de rester dans leur localité et parviennent à vendre leurs produits à travers des plateformes intermédiaires de e-commerce. Et
en restant chez elles, ces femmes peuvent s'occuper de leur famille, mais également s'autonomiser financièrement. On voit de moins en moins de femmes dans les rues de Dakar mettant leur étal à ras le sol avec tout ce qu'il y a comme mil, comme maïs. Avant, la vente qui se faisait, qui n'était pas très esthétique et qui était très pénible pour ces femmes, aujourd'hui, on en voit de moins en moins et elles parviennent à vendre à des supermarchés, à des plateformes en ligne et avec de la valeur ajoutée, avec donc une meilleure rentabilité financière. Rien que pour cela, même si ces femmes-là n'ont pas eu accès parfois à la connexion Internet ou à l'outil digital, les acteurs de l'écosystème ont pu aller vers ces femmes pour pouvoir développer cette économie-là, économie numérique, et pouvoir impacter positivement la vie de ces femmes. Merci beaucoup, Ramatoulaye. Nous allons évoluer en donnant la parole à Aminata qui lève la main. Aminata, la parole à vous. Oui, c'était pour confirmer un peu ce que Ramatoulaye et Latifa disaient, parce que là, je mets la casquette de Massira, de l'agro, et aujourd'hui, il y a quelque chose de formidable. On n'est peut-être pas dans l'intelligence artificielle, mais je veux dire, de Dakar, pouvoir avoir de la visibilité sur des produits qui sont disponibles, pouvoir passer une commande et pouvoir régler ces commandes-là à distance, c'est quand même formidable et c'est possible et c'est ce qui est en train d'être fait. Et pour certaines qui ne sont pas pour moi, la voix reste un outil formidable et révolutionnaire aujourd'hui auquel on accède et on peut communiquer, traiter, échanger avec des personnes qui sont au bout du pays sans quitter Dakar. Et ça a été d'autant plus intéressant qu'on est passé par une période de crise où les frontières étaient fermées, où on ne pouvait pas se déplacer d'une région à une autre. Et ça a permis de maintenir un minimum de contact avec des personnes qu'on n'a peut-être jamais vues, à part à travers ces plateformes-là. Donc, Aminata? Quelques soucis avec Aminata. Aminata, vous nous entendez? Au numérique. Oui, je vous entends. Oui, merci. Je disais qu'il y avait une forme d'inclusion qui était là. D'accord, merci. En fait, j'ai partagé en même temps mon écran avec cette visite du nouveau ministre de l'économie numérique et des télécoms dans les locaux du FD Sud. C'était pour appuyer un peu et illustrer ce que disait Rama. Évidemment, cette nécessité de connecter davantage ce monde rural, même si bien sûr, elle dit constater qu'il y a du mieux. Évidemment, il faut qu'il y ait un deuxième monsieur à prendre la parole dans ce panel. Et je suis honoré de voir que, et soulagé en même temps de voir que Baïdi Diallo lève la main. Monsieur Diallo, bienvenue. Bienvenue à vous. Bon, monsieur Diallo, à qui nous donnons la parole. Oui, monsieur Diallo, vous nous entendez? Baïdi Diallo? Baïdi Diallo? Alors, en attendant que Baïdi Diallo reprenne la parole, Latifa, sur ce volet inclusion, on en a parlé avec notamment la solution ou les solutions de l'Africa Mobile, hein, des messages vocaux qui rappellent un peu les vocaux de WhatsApp en langue locale. Ça me rappelle un peu une application, peut-être que vous connaissez, que moi j'aime bien, une application malienne, Lenali, que j'appelle le Facebook malien. Mais aujourd'hui, est-ce que la politique actuelle suffit pour connecter le monde rural ou bien il faut exploiter d'autres perspectives? C'est ça les alternatives. Parce que normalement, dans la suite logique des choses, le numérique, le digital doit vraiment on va dire, mettre ses tentacules partout dans les régions. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on voudrait dans le meilleur des mondes. Oui. Mais ces alternatives-là, quand je parle du SMS vocal, c'est on n'a pas besoin réellement d'être connecté pour avoir accès à ces informations-là. Et l'idée, dans le meilleur des mondes, c'est de pouvoir connecter tout le monde. Et les alternatives sont là. Ce sera le
le USSD, ça va être le SMS, ça va être tous ces outils-là qui sont toujours des canaux de communication, mais qui vous permettent d'avoir accès à cette information-là. Avoir, je sais pas moi, sa radio via la revue de presse, via SMS vocal, ce genre de choses, mais toujours rester dans cet aspect d'information et d'éducation. Mais le numérique doit pouvoir être partout, installé partout au Sénégal. Aminata Diop? Oui. Oui, ce volet inclusion, il existe déjà, mais comment le renforcer? Oui, déjà la connectivité, je pense que ça, c'est une première chose. Il faudrait qu'on ait, le réseau soit disponible un peu partout. Après, il faut voir aussi l'aspect financier, hein, par rapport au coût d'accès à Internet. Oui. Peut-être qu'il faut envisager, je ne sais pas, Ramatoulaye nous dira à travers la DIE, mais oui, ça peut être un frein à l'accès à Internet et aux outils digitaux. Maintenant, je sais qu'il y a de plus en plus d'offres, de possibilités, comme disait Latifa, de solutions qui sont disponibles même sans accès, et peut-être voir comment les déployer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut être une véritable réponse pour mettre fin, en tout cas pour limiter l'exode qui est devenu critique. Aujourd'hui, en créant ces canaux, les villes, parce qu'il n'y a pas que Dakar, moi je ne suis plus dakaroise, les villes et les zones rurales. Et pour moi, ce ne sera possible qu'à travers le numérique. Donc, à penser. Alors, il y a aussi une forme d'engagement, je pense, qui doit naître chez nous, parce que l'engagement n'est pas forcément que politique, il y a une forme d'engagement social que chacun, à son niveau, peut envisager à travers ces différentes activités. On fait le choix d'aller de plus en plus vers des zones qui sont reculées et de créer des canaux de collaboration et d'avoir aussi une approche pédagogique, une approche qui permettra de faire monter en compétence même une femme, deux femmes progressivement, et puis de faire naître des réseaux comme ça sur une base commerciale, mais qui vont s'appuyer fortement sur le numérique, parce que pour échanger, il faudra du numérique. Merci, merci. Awa, je ne poserai pas de questions. S'il y a peut-être un aspect que vous souhaiteriez prolonger un peu. Awadia qui a oublié de réactiver son micro. C'est bon. Voilà. Non, mais je suis parfaitement en phase avec ce que dit Aminata Ngone et même Ramatoulaye, qui est qu'il faut avoir, par contre, il faut avoir une vraie vision, donc une vision portée par l'État, parce que c'est grâce à cette vision qu'on pourra identifier le plan stratégique qui va accompagner les actions en dessous, et avec normalement une volonté partagée avec tous les secteurs, et le privé et le public. Parce que il s'agit d'un mouvement d'ensemble, et moi, clairement, pour moi, on y est parce que, comme je dis, hein, l'Afrique passe de 0 à je suis 100% mobile, donc c'est ce gap. D'ailleurs, en fait, il faut urgemment qu'on arrive carrément à gérer ce gap, d'ailleurs, parce que je pense qu'en faisant ce saut, il y a des choses qu'on n'a pas, il y a des risques, il y a des problèmes qu'on n'a pas suggéré, et donc on a laissé passer. Et donc c'est en ayant cette politique numérique claire et nette et partagée avec tout le monde qu'on pourra en même temps résoudre ces problèmes dont on parle au niveau de la jeunesse, YouTube, Facebook, Instagram, parce qu'il y a des vrais risques, hein. Le numérique, il n'est pas tout beau, tout parfait. Pour tout ce qui est projet, inclusion de la femme, le monde rural, arrêter l'exode rural, je suis d'accord, mais par contre pour les enfants, il y a des risques majeurs que j'identifie à Dakar aussi. Et oui, il faut les deux volets, et il faut en même temps éduquer au niveau du numérique et en même temps effectivement booster ce monde économique qui peut faire du coup des miracles. Moi, je pense, hein, moi, je crois, hein, moi, j'y crois. Moi, je me dis, l'Afrique, tout le monde le dit, hein, c'est l'avenir. Et moi, le premier pas de l'avenir, c'est comment on gère notre projet numérique, parce qu'il s'agit d'un projet. Qu'est-ce que l'on met en avant, comment on communique dessus, qu'est-ce que l'on priorise, et pour moi, tous les ingrédients y sont.
Merci. Baïdi Diallo peut toujours lever la main hein, tant que ce panel se poursuit. Une question pour la Rasta hein, du panel. J'ai taquiné un peu pour Aminata. Alors actuellement, Aminata, quels sont les domaines du digital que l'on doit nécessairement investir pour ne pas rater un peu la nouvelle vague? Actuellement, c'est quoi, pour vous, c'est quoi les tendances capitales de l'écosystème actuellement? Alors, si je fais référence à mon métier, donc les ressources humaines, Oui. clairement, ce serait l'intelligence artificielle. Mhm. Parce que pour toutes les possibilités qu'elle offre, notamment sur le recrutement, notamment sur la GPEC, parce que clairement, il y a un véritable frein aujourd'hui pour définir des plans de carrière qui ressemblent aux collaborateurs et qui ressemblent aux entreprises. Donc, pour moi, c'est une véritable opportunité aujourd'hui que d'aller sur l'intelligence artificielle. Mhm. Après, quand je regarde un peu ce qui se passe au Sénégal, par rapport aux réseaux sociaux, aujourd'hui, moi, la première, à toutes les opportunités qu'ils ont pu ouvrir commercialement aux entreprises, aux PME, aux TPE, aux startups. Je pense qu'il y a 1 million de choses à faire là-dessus, sur la communication. Je pense que l'Africa Mobile pourrait en parler. Je pense qu'il faut doter aujourd'hui les jeunes entreprises, des toutes petites entreprises qui n'ont pas forcément des budgets de communication qui se chiffrent en millions, mais les doter d'outils qui leur permettent d'accéder au marché de plus en plus. Mais quand je dis marché, ne pas se limiter au marché sénégalais, peut-être au marché à l'international, offrir de la visibilité. Donc, ce serait la communication digitale. À mon avis, on a vraiment un gros potentiel à exploiter là-dessus et qu'on n'a pas peut-être une visibilité très claire sur tous les outils qui pourraient être exploités là-dessus. C'est vraiment, moi, la lecture que j'ai par rapport à... Oui, Latifa, les tendances capitales qu'il ne faudrait pas manquer dans le digital. Il le dit, hein, l'intelligence artificielle, hein, ça nous permet de faire des choses extraordinaires, de passer de la voix au SMS en un clic, de pouvoir définir et de pousser tes analyses, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la communication, de vraiment voir vraiment tes cibles, comment tu cibles tes capacités de ciblage et tout ça. Et comme elle dit, nous, on vient en backup avec plein de produits et plein de services qu'on propose par rapport à ça, mais les outils, ça va être les outils infimes de Google pour vous permettre de vraiment pousser vos études sur le marché dans lequel vous êtes, que ce soit Google Ads, que ce soit Google Analytics, d'avoir des données, mais qui parlent en fait. Votre marché vous parle maintenant avec tous ces outils-là qui sont disponibles. Et ces outils vous permettent de savoir, ce mois-ci, avec tout ce que vous mettez en place, ce mois-ci, je lance ma communication, je vais le faire via SMS. Ce mois-ci, je vais le faire via la voix. Le mois prochain, je cible Mali, quoi. Que ce soit Facebook, que ce soit les outils Google, il y a plein de choses qui sont mises en place pour vraiment te permettre d'être on va dire un sniper, tirer directement dans ton target. Alors, il y a plein de choses. Ça revient au mot qui est l'éducation et la communication, sensibiliser sur tous ces outils-là et les rendre accessibles à tout le monde. Alors quelques minutes encore. Hein, Nadia va rebondir sur ça, j'espère, pour parler de la sensibilisation et de la vulgarisation, si je peux l'appeler comme ça, de tous ces outils-là. Oui, je vois que Latifa devient la modératrice en même temps. Elle donne la parole à Rama et Rama qui réagit. En fait, moi, j'aimerais plutôt parler de l'intelligence artificielle comme nouvelle tendance. Oui, c'est bien beau d'avoir l'intelligence artificielle qui facilite énormément la vie à ses usagers, mais il ne faudrait pas que cette intelligence artificielle supplée l'intelligence humaine et que cette intelligence artificielle nous rende assez paresseux, que l'on ait des enfants qui ne sont pas trop curieux pour pouvoir penser par eux-mêmes. Alors,
qu'à côté, ils ont la machine qui va penser pour eux-mêmes. Donc, il faudrait que l'intelligence artificielle nous facilite la vie, mais que notre intelligence humaine soit toujours activée et que le lien social, le lien intellectuel que nous avons ne puisse pas être rompu. Qu'il y ait cette touche sociale et humaine à préserver. Je me souviens, il y a un événement dans lequel le président de la République avait applaudi des deux mains par rapport à l'intelligence humaine, artificielle plutôt, mais qu'on ne mette pas de côté, qu'on n'oublie pas l'humain dans ce système-là. Il a donné l'exemple d'un médecin qui utiliserait la télémédecine pour pouvoir opérer son patient. Si par hasard il y a un bug, si par hasard il y a une coupure ou en tout cas un quelconque souci technique, qui l'empêcherait par rapport au numérique de poursuivre sa consultation ou son opération, il faudrait que ce médecin puisse avoir les compétences nécessaires pour pouvoir poursuivre en tant qu'humain. Donc l'intelligence artificielle, on est d'accord, mais qu'on continue à cultiver cette connaissance qui doit être l'apanage de l'homme, parce que la différence entre un homme et un animal, c'est la pensée, c'est la réflexion. Continuons de réfléchir par nous-mêmes. Merci Rama, Ndeye Awa Diack, sur cette question-là. Après, on donnera la parole à Aminata parce qu'il y a une question qui l'interpelle et qui lui dit comment en fait s'insérer quand on vient de l'extérieur. Une question de Susan Ndiaye que l'on salue. Awa, après Aminata. Ok, donc pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une brique technologique comme beaucoup d'autres. Donc, peut-être que je vais me répéter, mais il s'agit vraiment d'avoir une vision. Qu'est-ce que l'on veut faire? C'est en sachant ce que l'on veut faire et quel objectif on veut atteindre qu'on va se dire, on passe par l'intelligence artificielle, ou on passe par du big data, ou on passe par le cloud, parce que chaque brique technologique peut répondre à un besoin spécifique. Mais il faut que ce besoin corresponde déjà à notre besoin et à notre budget, parce que l'idée n'est pas non plus d'investir en masse dans une technologie pour après se ruiner derrière et de ne pas pouvoir payer les salaires. Est-ce que tout de suite, on doit penser au 100% numérique ou bien juste une partie du numérique et une partie où on garde le schéma classique? Voilà, c'est toute cette dynamique, moi, qui vraiment m'inspire au quotidien et que j'adore dans ce domaine parce que finalement, on a l'impression d'avancer à vue d'œil. Au fur et à mesure qu'on avance, on ajuste, on récolte quelque chose, on garde et après, on remet la machine en marche et on avance. Donc, c'est en ça que c'est intéressant. Et après, donc, ce que dit Ramatoulaye, c'est très vrai. Moi, j'ai pas envie d'avoir des enfants robots demain. Et qui habitent aussi avec des robots non plus. Je pense qu'il faut, voilà, il y a un frein aussi à avoir dans toutes ces discussions intelligence artificielle ou pas. Ouais. Mais après, ça dépend du besoin. Il y en a qui, donc moi, dans mon domaine, c'est le véhicule autonome. Est-ce que demain, j'ai envie d'être dans un véhicule qui va me conduire à Saint-Louis et que je vais dormir pendant 5 heures, ou je veux conduire la moitié du temps et l'autre moitié, je vais le laisser conduire. Bref, voilà, il y a beaucoup de questions finalement liées à l'humanité, qui on est aujourd'hui pendant ces 50 dernières années, parce que je pense qu'on a eu boom, hein, rien qu'entre 2010 et aujourd'hui, notre monde du numérique, comme on parle, il a beaucoup changé et je pense qu'il ne va pas s'arrêter non plus, hein, parce que clairement derrière, il s'agit d'un sujet qui fait nourrir énormément de boîtes et ça rapporte énormément d'argent surtout. Donc, voilà, moi je pense qu'il y a des choses à faire, mais il faut qu'on réfléchisse à nous, notre place humaine dans ce sujet. Et surtout, ça me rappelle du coup le Covid, qui nous a ramené du Teams, 5 jours sur 5, avec des collègues. Moi, personnellement, au bout d'1 mois et demi, je n'en voulais plus. Pour une fois, mes collègues, ils me manquaient et que j'avais envie de les retrouver dans une salle de réunion. Voilà. Donc, peut-être qu'il faut faire 2 jours de télétravail, 3 jours au bureau. Voilà. Voilà. Je pense que c'est en avançant qu'on va se rendre compte de certaines réalités, finalement, par rapport à nous humains et on va ajuster au fur et à mesure qu'on avance. Merci. Alors, pour finir, on va transformer avec, bien sûr, sa complicité Aminata Diop en consultante RH. Une question de Suzanne Ndiaye, je l'annonçais il y a quelques instants. Quel conseil Aminata Diop peut-elle donner aux personnes qui souhaitent rechercher un emploi au Sénégal à partir de la France? Aminata.
Alors, Ousmane, déjà, il faut savoir que l'idée derrière la création de potentiel, de l'agence potentielle, c'est vraiment d'aider les entreprises à développer leur marque employeur. Donc, je pense qu'au-delà de la communication corporate, de la communication produit, il y a aussi une communication RH qu'il faut développer pour que les entreprises puissent exprimer leurs valeurs et que les candidats à l'emploi aussi puissent retrouver les entreprises dans lesquelles ils ou elles voudraient s'insérer. Et donc, c'est vraiment ce qui est à l'origine de nous, notre vision. Par contre, je n'ai pas toutes les réponses pour l'instant. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut être à l'écoute du marché. Plus qu'on ne le pense, les candidatures spontanées payent. On a tendance à penser que ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, il faut savoir se vendre, qu'on soit au Sénégal ou qu'on soit ailleurs. Il faut savoir décliner son projet professionnel, son plan de carrière. Il faut savoir dans quel poste on voudrait s'insérer. Il faut connaître aussi les entreprises qu'on veut rejoindre. Il faut savoir en parler, peut-être mettre en face de la vision ou du métier de cette entreprise, notre offre de compétences, je dis bien notre offre, notre valeur ajoutée, pour que les RH, les recruteurs et les chefs d'entreprise soient réceptifs au message. Parce que le frein, et c'est là où moi je suis très très fanat de l'intelligence artificielle, le frein par exemple dans le recrutement, c'est que pour un poste donné, on va recevoir une flopée de candidatures. Humainement, il est impossible, sans mettre des filtres, de pouvoir traiter toutes ces candidatures au même titre, avec la même attention, avec la même concentration. Et donc, il va falloir insérer un système qui, bien entendu, sert toujours l'utilisateur, parce que l'outil sert toujours l'utilisateur, et ce n'est pas le contraire, pour nous permettre après d'avoir le meilleur de ce qui a été proposé. À ce moment-là, ça va se jouer sur quoi? Sur notre capacité à nous vendre, sur notre capacité à créer ce truc, en fait, qui va tiens, retiens cette candidature, fais-le venir, parce qu'à un moment donné, ils auront tous un bac plus 10, voilà, 50 ans d'expérience, ça va se jouer sur autre chose. Donc, contacter les entreprises, essayer de les découvrir sur LinkedIn, sur d'autres plateformes, envoyer des mails, appeler et plus que vous ne le pensez, il y a de belles opportunités à saisir par ces canaux-là. Il n'y a pas que le relationnel qui fait obtenir un poste. Mais aujourd'hui, nous essayons de mettre sur le marché des systèmes. Et nous ne sommes pas les seuls. Il y a pas mal de cabinets, d'agences qui aujourd'hui sont en mesure de mettre en relation avec des entreprises. Donc, il faut avoir aussi cette démarche lorsqu'on veut rentrer, de prospecter le marché, aussi bien de connaître des cabinets que les entreprises qui pourraient vous recruter, ou pas, hein, des entreprises qui semblent tout à fait banales, mais en fait qui renferment un gros potentiel, et puis d'aller vers elles. Dernière question pour conclure carrément ce panel. On a parlé de soft skills. Il y a eu un panel que nous avons dédié au recrutement à l'heure du digital avec Djibril Diao, Bakalilou, que vous connaissez peut-être, Ibrahim Mbaye de l'IPRES, président de l'association des professionnels des ressources humaines au Sénégal. Est-ce qu'on prépare assez les candidats, les candidates en l'occurrence, à l'emploi au fait que, évidemment, en plus de leurs connaissances pratiques ou théoriques, on insiste aussi sur les soft skills? Il y a des candidats pour répondre à la question. Des candidates? Je pense que non. Non. Et je pense qu'il faudrait commencer dès maintenant à partir de l'école. Intégrer directement ces genres de cours de développement personnel à l'école directement, parce que, on va dire, hein, c'est culturel. Nous, nos parents, c'était les hard skills. Tu viens avec ton bac plus 10, voilà, tu as déjà un emploi qui est là, posé, tu es carré, tu as tes œillères. Et maintenant, on ne recrute plus seulement sur des hard skills. On recrute sur des soft skills aussi. Il est très important de pouvoir avoir une personne qui sait, je sais pas moi, affirmer son leadership, qui est un leader inné, qui peut gérer une situation de crise, qui peut régler un problème dans son milieu de travail. Et ça ne s'apprend pas, c'est pas des diplômes.
C'est les compétences douces, en fait. C'est les soft skills. Et non, surtout les femmes, elles ne sont pas préparées à ça. Et je pense que de plus en plus, il faudrait le mettre déjà en cours à l'école pour qu'elles puissent être prêtes à diriger dans le futur et à savoir ce qu'elles veulent, à savoir gérer ne pas être parachutée comme ça dans le milieu professionnel, voilà quoi. Et voilà, c'est des compétences à développer très tôt. Merci. Merci. Alors, pour être juste, équilibré avec tout le monde, une minute pour Awa et une autre pour Ramatoulaye pour conclure carrément. Ok. Moi, je suis en phase avec ce que vient de dire Ngoné, que les soft skills, c'est très important maintenant parce que tout simplement, on nous parle de postes qui vont disparaître. Donc, dans 10 ans, il y a toute une liste de postes qui n'existeront plus. Donc, quand on a 30 ans, dans 10 ans, on a 40 ans, on est encore en entreprise. Donc, l'idée n'est pas de se séparer de vous. Si vous avez les soft skills qu'il faut, il y aura toujours moyen de vous reconvertir. Donc, une formation de 6 mois dans un domaine tel que la digitalisation, par exemple. Et du coup, si vous n'avez pas, par contre, des soft skills, ça sera compliqué de faire avec. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde d'adaptabilité. Clairement, la carrière, elle n'est plus toute tracée. Surtout pour nous les femmes. Pour nous, c'était déjà pas le cas avec tout ce qui est maternité et autres, mais maintenant, ça s'est complètement généralisé de par la réalité des entreprises qui changent du jour au lendemain, la réalité des collaborateurs aussi. Et donc, il faut vraiment apprendre, mais avec beaucoup d'humilité, à s'adapter à des environnements qui changent complètement et avec de la motivation, avec beaucoup de volonté, on y arrive. Il n'y a pas de frein en soi. La digitalisation, il y a 10 ans, on n'en parlait pas, on parlait de tout, mais ce mot digitalisation, il n'a que 10 ans. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il a toujours existé et il n'était pas là. Donc, il faut vraiment qu'au niveau de nos enfants, qu'on arrive à amener vraiment ce goût de l'apprentissage. Parce que moi, je pense que cette génération, ils vont continuer à faire des formations, mais du coup, à vie. Nous, on s'est dit bac plus 5, bac plus 10, mais pour eux, ça sera bac plus 50 peut-être, parce qu'il y aura toujours des choses à apprendre. Et donc, dans mon parcours, je suis aussi coach en résolution de problèmes. Et donc, quand j'arrive dans un service ou dans une entreprise et que je ne connais pas l'activité et que je les aide à résoudre leurs problèmes, c'est vraiment mes soft skills que j'utilise et non pas les hard skills. Parce que, par exemple, la finance ou le marketing, je n'ai pas d'expérience dessus. Donc, les aider, c'est vraiment là, je fais appel à mes capacités, à mes capacités. Merci, Ramatoulaye. Par rapport à cette question, moi, j'inviterai les RH d'abord à repenser le mode de recrutement, le mode d'entretien qu'ils font avec les candidats aux emplois. Peut-être que ces candidats sont reçus dans des environnements qui ne leur sont pas favorables, avec tout le stress et tout l'environnement inconnu dans lequel ces candidats baignent. Et aussi prendre en considération l'éducation de la personne, la société dans laquelle on évolue. Les hommes ne sont pas éduqués de la même façon que les femmes. Après, les hommes sont éduqués pour être beaucoup plus courageux, entre guillemets, beaucoup plus entreprenants dans certaines initiatives, alors que pour les femmes, traditionnellement parlant, on les pousse à se recroqueviller sur elles-mêmes, à se parer d'un voile de suture, de discrétion, alors qu'actuellement, les emplois qui sont sur le marché, ce sont des emplois où il y a une forme d'expression de la personne doit s'affirmer. Donc, dès le bas âge, dès l'éducation, apprenons à nos femmes et généralement à nos enfants à bien s'exprimer, à se sentir en confiance, à avoir confiance en eux, en les poussant à faire des activités ludiques, des activités de sociabilisation et des activités où ils pourront explorer, en tout cas, toute la créativité, tout ce qu'ils renferment en eux comme potentiel pour qu'à l'heure d'intégrer le milieu du travail, que ce soit la personnalité réelle de l'enfant qui soit, ou bien de la personne ou du candidat qui soit mise en valeur, mais pas forcément une interprétation des capacités de la personne qui est faite entre 4 murs sur 5 minutes avec tout ce qu'on a comme
tentative de stresser le candidat. Donc, peut-être même pousser les gens à s'exprimer, à faire des CV en vidéo, les envoyer au RH, à également mieux utiliser les réseaux sociaux, les pages digitales. Beaucoup ne le savent pas, mais comment on se comporte sur les réseaux sociaux, ça impacte sur le milieu professionnel. Comment on peut être perçu par les RH, sensibiliser donc surtout nos jeunes filles qui ont tendance à s'exhiber, à s'exprimer de façon pas très responsable sur les réseaux sociaux pour que demain, au moment d'intégrer le milieu professionnel, que leur candidature soit très prise au sérieux. Merci beaucoup Ramatoulaye. Merci aux deux A, Aminata et Awa. Je vois qu'il y a deux A, mais également deux Diak dans ce panel. Awa Diak et puis Latifa Ngone Diak également de l'Africa Mobile. Awa qui est du groupe Renault, qui travaille en mode télétravail donc à partir de Dakar. Et puis nous remercions Ramatoulaye Diaw qui est de l'ADIE et évidemment la Rasta du panel. Aminata Diop qui travaille évidemment dans tout ce qui est ressources humaines, mais qui nous explique évidemment, qui nous a expliqué au cours de ce panel qu'elle s'intéresse également à d'autres métiers. Peut-être que ça fait également partie des soft skills, le fait de s'adapter à un environnement qui évolue. Merci à nos participants qui ont été là depuis le début, qui ont alimenté la discussion. Merci aux acteurs également qui nous suivent via nos plateformes digitales. Et comme promis au démarrage de ce webinaire, qu'il sera en mode replay un peu plus tard sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Merci aux acteurs qui nous soutiennent également à travers ces panels, qui soutiennent ces panels, dont l'employeur, hein, pour reprendre un peu un mot cher à Aminata, l'employeur de Ramatoulaye l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État, dont nous recevons régulièrement d'ailleurs le directeur général, Cheikh Bakhoum, que nous saluons au passage. Merci à tout le monde. J'étais très ravi encore une fois cet après-midi de recevoir ces braves dames qui, évidemment, vont sûrement faire partie de ceux et de celles qui écrivent l'histoire de l'économie numérique au Sénégal et ailleurs, parce qu'évidemment, à côté du Sénégal, il y a d'autres pays dans lesquels elles évoluent. Merci encore une fois, j'étais très honoré, très ravi pour la fidélité et l'attention. Je vous donne rendez-vous mercredi 30 décembre 2020, 15h, Inch'Allah. Nous aurons un panel spécial avec différents acteurs de l'économie numérique au Sénégal et à l'étranger pour donner un regard d'abord sur l'année numérique finissante. Et puis, nous allons également nous projeter à travers des perspectives, quelles sont aujourd'hui les réformes majeures qui attendent le Sénégal sur le long chemin. Je ferai un peu plaisir au régime sur le long chemin de l'émergence numérique. Merci à tout le monde encore une fois et puis rendez-vous mercredi, Inch'Allah. Merci aux quatre. À bientôt.